Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, polémique sur le financement des partis politiques. La société civile veut une loi pour clarifier les choses, débat remis au goût du jour par un député de la majorité. Économie, la BCEAO fixe son taux directeur à 3,50% avec une hausse de 0,25 points. Objectif anticipé, contenir l'impact des risques économiques. Que faut-il comprendre? Les détails dans ce 20h. Préservation de l'écosystème marin, tortues et cétacés souvent piégés dans les filets des pêcheurs. Les acteurs ont été sensibilisés à Saint-Louis du Sénégal. Et puis en sport, football, les Lions du foot qualifiés à la CAN 2024. Zoom sur les progrès du football féminin au Sénégal. Et puis nous ferons connaissance avec l'une des actrices de la performance historique en handball, la Lionne Awa Ndiaye. Portrait à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Financement des partis politiques au Sénégal, la société civile réclame une loi pour clarifier définitivement les choses. Débat qui refait surface suite à la sortie controversée d'un député de la majorité à l'Assemblée nationale. Le point avec Dissa Prera. Maintes fois agitée, la question du financement des partis politiques n'a jamais été matérialisée et aujourd'hui, elle refait surface à l'Assemblée nationale à travers une déclaration qui accuse l'ex-président de PASTEF. Mais pour ces acteurs de la société civile, seule une loi pourrait régler le problème. D'une loi en bonne et due forme sur le financement des partis politiques. Je pense que si aujourd'hui nous voulons réguler le financement ou bien les finances dans l'espace politique, il faut nécessairement qu'on aille vers l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Je pense que ça a toujours été une doléance de la société civile. Et d'ailleurs même, je me rappelle, sous l'ère Abdou Diouf, le professeur El Hadj Mbodj, à qui je rends hommage, avait fait un excellent travail sur cette question. Donc je pense que les textes sont déjà finalisés. Il suffit juste d'une volonté pour pouvoir les adopter, pour qu'enfin aujourd'hui qu'on puisse savoir effectivement d'où proviennent le financement, en tout cas des partis politiques. Mais la solution structurelle aujourd'hui, c'est d'aller vers l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Le professeur El Hadj Mbodj avait fait des propositions dans ce sens avec un rapport circonstancié. Il faudrait réactualiser et contextualiser tout en tenant compte du nouveau contexte. Les réseaux sociaux aujourd'hui, les paiements mobiles, une nouvelle donne pour permettre aux militants de cotiser ou de participer à la vie de leur parti, mais aussi le contexte d'exploitation des ressources naturelles. Une question récurrente mais aussi urgente au regard des profondes mutations qui s'opèrent dans le paysage politique sénégalais. Man li ma gëm mooy tey Sénégal fi mu toll nii comme réew yu mag yëpp dañu war a am une loi sur le financement des partis politiques ñu am loi boo xam ne tey moom mooy tëral moom mooy wax parti moom mooy jox koppar parti politique yi ci budget état bi parce que loi boobu tey dinañu permettre ñu mën a réguler li nga xam te moom mooy l'espace politique dinañu mën a permettre ñu mën a xeex lépp loo xam ne financement occulte la war a jóge ci ay lobby war a jóge. L'autre grand titre de cette édition, la BCEAO fixe son taux directeur à 3,50% avec une hausse de 0,25 points. Le but de cette décision est d'anticiper et de contenir l'impact des risques économiques, a expliqué le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, en conférence de presse aujourd'hui. Voyons tout cela avec Abi Faye et Alioune Diagne. L'année 2023 est marquée par une atténuation des tensions inflationnistes. Beaucoup de banques centrales ont relevé leur taux directeur en vue de maintenir la stabilité des prix et devraient poursuivre cette dynamique au cours des années à venir. Selon le gouverneur de la BCEAO, la croissance de l'économie mondiale a ralenti. Pour cette année, elle devrait se situer à 3%, selon les dernières projections du Fonds monétaire international. Le durcissement des conditions financières sur les marchés internationaux qui en a résulté, conjugué à la montée des tensions géopolitiques, ont ralenti la croissance économique mondiale. Pour l'année 2023, celle-ci devrait se situer à 3% selon les dernières projections du Fonds monétaire international publiées en octobre,
contre 3,5% en 2022. Au cours de l'année 2023, un taux d'inflation de 3,7% est attendu. Ainsi, les tensions inflationnistes sont atténuées au sein de l'UEMOA, mais les risques d'un retournement restent présents. Au sein de l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'activité économique est demeurée vigoureuse au troisième trimestre 2023. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer un taux de croissance moyen de 5,7% pour l'année 2023. Les tensions inflationnistes se sont également atténuées, mais les risques d'un retournement sont présents. Le taux d'inflation dans la région a atteint 2,9% au cours du troisième trimestre 2023, après 4% le trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année 2023, il est attendu à 3,7%. Lors de la 4e session ordinaire du Comité de politique monétaire 2023, il a été discuté le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA, un rapport élaboré par les services de la Banque centrale. Le cadrage macroéconomique pour les années 2023-2028 a également été évoqué. Il met en exergue les risques qui entourent les perspectives d'inflation, de croissance et sur la stabilité extérieure ainsi que les incertitudes qui sont intensifiées. Merci Habib. Lancement du guichet unique portuaire, c'est une dématérialisation du parcours de l'usager, le fruit d'une coordination entre les acteurs, Cap Sénégal, Gaïndé 2000, mais aussi la douane sénégalaise. La plateforme garantit célérité et transparence dans le processus. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Amadou Ba. Mais pour l'enlèvement d'un conteneur au port de Dakar, plus besoin de s'engouffrer de paperasse ou d'attendre des jours pour être en possession de sa marchandise. Une digitalisation des activités portuaires sera effective d'ici la fin de l'année avec le guichet unique. Unique portuaire. J'avais mis en place, demandé aux acteurs, notamment Cap Sénégal, c'est la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Gaïndé 2000 et la douane, pour travailler en lead, pour pouvoir mettre en place une solution électronique qui permettrait de dématérialiser. Donc supprimer totalement le parcours de l'usager. À partir de chez nous, il pourra, à travers une plateforme, suivre, pister, monitorer, payer donc sa marchandise. Ceci va réduire de 50 à 80% le temps de traitement. C'est ce qui pose problème aujourd'hui au port. Donc nous allons migrer d'un processus physique, manuel, concerté et sécurisé vers un processus digitalisé en diminuant les délais, en clarifiant les responsabilités. Une plateforme de dématérialisation composée d'un QR code assez sécurisé avec un gain de temps. Dernier maillon, parce que nous sortions du papier après le processus douanier pour faire le tour de tous les acteurs et faire des paiements manuels avec du papier. Donc maintenant que nous sommes dans l'ère du guichet unique portuaire, avec le QR code, nous sommes non seulement dans un moment où nous allons avoir plus de performance, nous allons avoir des données statistiques pour mesurer cette performance et nous allons avoir l'intégrité avec le QR code de toute l'information. Le papier, qui est un élément assez facile à falsifier ou dupliquer, va disparaître de la chaîne et nous aurons des données électroniques du début à la fin. Et cela va faire du Sénégal l'un des rares pays au monde, je ne dis pas en Afrique, à avoir cette chaîne intégrale depuis en amont le guichet unique formalité jusqu'en aval le guichet unique portuaire. Un dispositif salué par les acteurs portuaires qui trouvent que les procédures de dédouanement seront beaucoup plus réduites. Et avec le guichet unique portuaire, on vient véritablement mettre en place, disons, un peu compléter les chaînons manquants à travers ce projet structurant qui, assurément, va améliorer les procédures de dédouanement, notamment à ce qui concerne l'enlèvement des marchandises importées. Aujourd'hui, il est important qu'à l'aide de la digitalisation, que ces flux physiques soient interconnectés vers une plateforme digitalisée pour rendre beaucoup plus fluides les transactions. D'ici la fin de l'année, ce guichet unique va entrer en vigueur et va positionner le port de Dakar vers la performance.
Alors maintenant, dans le nord du Sénégal, envie d'une échappée belle à Saint-Louis du Sénégal. Les vols touristiques démarrent ce jeudi 7 décembre, journée de l'aviation civile internationale, date choisie par les autorités pour le début également de l'exploitation de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Suivons là-dessus le directeur de l'AIBD, Essa Abdoulaye Dieye, avec notre équipe à Saint-Louis. En place de cet aéroport Ousmane Masseck Ndiaye va créer des opportunités. Donc, de par sa vision, son excellence, le président de la République, Macky Sall, a voulu réhabiliter les aéroports régionaux dans le but de désenclaver les régions. Donc aujourd'hui, Saint-Louis étant une ville d'abord touristique, mais va devenir une ville économique avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc à partir de demain, on va ouvrir d'abord pour des vols domestiques, parce que l'aéroport est en phase de certification. On a déjà eu l'homologation. Donc demain, à partir de demain, il y aura des vols Air Sénégal et de Transair qui vont commencer à desservir de Dakar Les opérateurs et producteurs semenciers du bassin de l'Anambé très remontés contre les autorités. Cette situation a entre autres conséquences le pourrissement du riz non récolté dans les rizières pour faute de moyens. Ils demandent le paiement des factures de semences. Reportage Abdoulaye Diallo. 3 ans de factures impayées pour d'autres et 2 ans pour d'aucuns. C'est l'état des liens entre l'État et les opérateurs semenciers du bassin de l'Anambé qui décrit cette situation. Vraiment, on est fatigué. On est fatigué comment? Ça fait 2 ans qu'on ne nous a pas payé. De telle sorte qu'on a mis des contrats avec les banques et chaque jour, les gens viennent nous réclamer leur argent. Et aujourd'hui, on doit à la LBA de Kolda, on n'arrive pas à la payer. Aujourd'hui, voilà la récolte, on n'arrive pas à récolter parce qu'on n'a pas de gasoil. Vraiment, l'État a des factures qu'il doit aux producteurs, mais jusqu'à présent, il n'arrive pas à régler ces factures-là. Et il ne paye pas les producteurs. Imaginez les conséquences qui vont suivre. C'est les semences que vous vendez là, à l'État, et c'est cet argent-là que vous utilisez pour mettre en place les semences au niveau des producteurs. Et aussi, c'est cet argent-là qui vous permet d'emblaver vos hectares, de payer les intrants et de payer, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Entre autres conséquences de cette situation de non-paiement de leurs factures, c'est d'abord le pourrissement de leur riz non récolté dans les champs pour faute de moyens et les arriérés de salaires qu'ils doivent à leurs employés. S'il faut être un producteur et faire de la gymnastique financière pour essayer d'arrondir les angles, vraiment c'est regrettable. J'ai mes 60 hectares de riz qui sont arrivés à maturité depuis plus d'1 mois, mais je ne parviens pas à les récolter à cause d'un manque de moyens. Nos engins également sont tout le temps en panne. Si cette situation perdure, cela pourrait engendrer un manque de semences de riz pour les campagnes à venir, disent-ils. C'est pourquoi ils réclament le paiement de leurs dû. Nous prions le gouvernement du Sénégal de nous payer notre argent. Ils n'excluent pas de descendre dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à cette situation qui n'a que trop duré pour eux, disent-ils. Préservation de l'écosystème marin à Saint-Louis du Sénégal. Les pêcheurs et écoliers sensibilisés sur la protection des tortues et des cétacés. Ces espèces, vous le savez, se retrouvent souvent accidentellement dans les filets des pêcheurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Pour une bonne protection des tortues marines sénégalaises, les acteurs misent sur la sensibilisation. African Aquatic Conservation Fund et l'aire marine protégée de Saint-Louis ont entamé la 3e édition des Journées nationales de la tortue marine au Sénégal. Pour sensibiliser et faire un plaidoyer auprès donc, des gouvernants afin qu'ils s'intéressent un peu plus donc, à cette espèce qui est menacée. Ces acteurs veulent réduire les impacts négatifs des captures accidentelles des tortues marines et cétacés sur la grande côte sénégalaise. On les a laissés, n'est-ce pas, à la merci du braconnage, de prélèvements accidentels donc effectués par l'être humain. Ces espèces participent pleinement au développement de l'économie maritime sénégalaise. Les acteurs comptent mobiliser leurs forces pour les préserver.
Conservant, on conserve la mer, on conserve les océans, qui apportent évidemment pour nos pays des sources de dividendes très importantes pour l'économie. Il y a également une zone de forte concentration humaine et toutes les activités presque de développement socio-économique se mènent dans la zone du littoral. Les journées nationales de la tortue marine au Sénégal seront clôturées ce jeudi. Les acteurs ont pour objectif de renforcer la sensibilisation auprès des pêcheurs et des enfants pour une bonne préservation des tortues marines et des cétacés. Merci Ousseynou. Dans cette édition, un hommage à présent à un historique de la presse régionale honoré à Dakar, Ibrahima Gassama, alias Gass de Sud FM Ziguinchor, à la radio municipale Ziguinchor FM, près de 30 ans d'expérience qui confère à Gass le statut d'un monument du paysage médiatique dans toute la Casamance et devant sa famille, ses amis, que Ibrahima Gassama a été honoré par la fondation Konrad Adenauer, qui l'a offert en modèle d'engagement citoyen pour les plus jeunes. Dans l'assistance, il y avait un autre jeune du nom de Abdoulaye Cissé. C'est le jour de Gass, et pour ceux qui se sont succédés pour témoigner sur l'homme, chacun a raconté avoir annulé un important programme pour honorer ce jour. Ce jour de Ibrahima Gassama que la fondation Konrad Adenauer qui le distingue définit juste à la dimension de l'homme. Ibrahima Gassama, c'est Ibrahima Gassama, c'est une personne extraordinaire, une personne inspirante dans son métier, mais aussi en tant qu'humain. Nous l'avons côtoyé d'une dizaine d'années. Et il fait un travail extraordinaire. On a pensé que c'était un bon exemple à donner aux jeunes, à la nouvelle génération de journalistes, aux citoyens tout court, quelqu'un de très courageux et de généreux dans ce qu'il fait. Donc pour nous, c'est un modèle de citoyen à présenter. Ici, il n'y a pas de délit de proximité avec le récipiendaire. Tabara Ndiaye assume allègrement d'être l'ami, la sœur, la voisine à la famille Gass et plus tard la collaboratrice de l'homme de médias à travers son organisme, la American Jewish World Service. Très engagé, très généreux pour la Casamance et un modèle à offrir aux jeunes générations. Pour moi, c'est une cérémonie à saluer parce qu'il faut célébrer les gens quand ils sont vivants. Il est en train de faire du bon travail et je pense qu'il lui reste encore tellement de choses à faire que cette étape-là, c'était juste une étape pour mieux l'encourager à aller de l'avant. Et lui, c'est le frère qui a couvé Gass. Il en était presque le père et il en a fait ce que Gass est devenu. Ce n'est que vraiment mérite si des partenaires au développement le trouvent méritant et lui décernent ce diplôme. Et à cet instant précis de la cérémonie, les mots ont manqué à Aïcha pour rendre hommage à son père. Nous sommes allés chercher ces mots de la fille à son papa. Pour remercier M. Ibrahima Gassama qui est mon père. Mon idole, mon tout. En effet, c'est le meilleur papa du monde. Place à l'homme du jour, mais bien sûr, sa générosité légendaire qui lui vaut d'être primé fait qu'il ne prend pas tout pour lui et un partage avec toutes les bonnes personnes croisées dans sa longue et riche carrière. C'est un sentiment de satisfaction d'avoir contribué à quelque chose parce que grâce à notre travail parce que j'étais pas seul, j'étais avec beaucoup de consoeurs, beaucoup de confrères quand je démarrais à Sud FM. On en a cité plusieurs, je retiendrai Abdoulaye Cissé, que j'appelle affectueusement PCF, lui il comprendra. Donc pour tous ces efforts qu'à travers la radio nous avons pu faire et qui ont servi à décanter des situations comme le conflit en Casamance. Une incontournable figure ziguinchoroise a assisté à cette cérémonie et pour rien au monde, Noah Cissé se le serait fait raconter. D'ordinaire, on attend que les gens meurent à titre posthume, on parle d'eux. Cette cérémonie est bienvenue. Elle honore, célèbre un grand monsieur, un homme de presse qui mérite bien cela. Un bon moment
de partage pour magnifier l'engagement citoyen. Un moment qui s'est terminé autour d'un beau buffet. Générosité, vous avez dit, il y en avait pour tout le monde. Et nous allons prendre de la graine. Merci beaucoup Abdoulaye. Tout autre chose à présent. Plus de 179 millions de francs CFA pour relever le plateau médical des structures sanitaires de la commune de Yeumbeul. Un investissement qui permet également la construction de 2 postes de santé pour soulager les populations plongées dans des difficultés en matière sanitaire. Écoutons le maire Babacar Ndao avec Patéane. Remis au médecin-chef du district et à l'ensemble des secrétaires exécutifs et des ICP un lot de matériel consistant à vraiment améliorer les conditions dans les postes et les structures de santé. 12 millions en termes de médicaments que nous avons mis à leur disposition et nous avons mis aussi à la disposition des structures une ambulance médicalisée d'une valeur de 27 millions. Il y a aussi un corbillard que nous avons mis à disposition d'une valeur de presque 24 millions. Des lits d'hôpitaux que nous allons leur donner, qu'ils vont distribuer dans les différents postes et structures de santé. Et tout ça, on l'a fait pour accompagner le secteur de la santé, parce que nous savons que vraiment il y a beaucoup de difficultés dans ce secteur. Fête patronale du génie Sainte-Barbe, l'édition 2023 célébrée ce mercredi 6 décembre. Une fête pour davantage mettre en lumière le concept armée-nation. Au cours de l'année 2023, l'armée a mis à contribution ses forces avec la construction de 3 bassins de rétention à Kounoune. Le colonel Adjouma Ngom, commandant et directeur du génie et de l'infrastructure des armées, revient sur l'essence de cette fête. Nous l'écoutons. Donc le génie militaire depuis les indépendances a été un peu le fer de lance du développement socio-économique du Sénégal. Donc le génie a eu depuis les années 60 à faire des missions de désenclavement en réalisant des pistes rurales, en réalisant des forages dans des zones très éloignées, non accessibles aux populations. Donc c'est dans ce cadre que nous exerçons donc cet exercice dans ce cadre donc du volet armée-nation. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des inondations, nous appuyons la direction de prévention des inondations chaque année. Cette année, nous avons réalisé 3 bassins de rétention dans la zone de Kounoune, mais également nous avons assuré l'évacuation et le pompage de 600 000 m3 d'eau, ce qui a permis de soulager les populations et de ne pas avoir vraiment un impact médiatique par rapport aux inondations. Venons-en à l'actualité internationale en Libye, en Afrique du Sud et en Tanzanie où le bilan des glissements de terrain et des inondations a évolué. Pas moins de 60 morts. Désormais, le récit de Daniel Diouf. Dernier bilan des glissements de terrain et inondations provoqués par des pluies diluviennes le week-end dernier dans la ville de Katesh en Tanzanie. Au moins 65 personnes déclarées mortes mardi par le Premier ministre du pays. Sur le plan matériel, des véhicules et des maisons ont été détruits, obligeant plus de 5000 personnes à quitter leurs habitations. Les stigmates de la tragédie sont encore visibles dans la ville. Des engins sont en action pour dégager la boue laissée par le glissement de terrain. La Tanzanie, le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie sont confrontés à des inondations causées par des pluies torrentielles liées au phénomène climatique El Niño. Ce mardi, l'Afrique du Sud a célébré les 10 ans de la disparition de Nelson Mandela, un événement particulièrement marqué par l'invitation faite par le petit-fils de Madiba à de hauts responsables du Hamas, aux côtés de la famille du héros de la lutte contre l'apartheid. Pas de cérémonie officielle ni de discours solennel du chef de l'État Cyril Ramaphosa. La famille a simplement déposé dans l'après-midi une gerbe au pied d'une statue à l'effigie de Mandela devant le siège du gouvernement dans la capitale, Pretoria. La création d'un État palestinien a été considérée par Nelson Mandela comme la grande question morale de notre époque, a rappelé son petit-fils, soulignant sa volonté de reprendre le flambeau. L'Afrique du Sud, un fervent défenseur de la cause palestinienne. Et puis les autorités fédérales suisses ont indiqué mardi avoir restitué à la Libye une tête de jeune femme en marbre d'environ 2000 ans, découverte il y a 10 ans dans un entrepôt à Genève. La sculpture de 19 cm de haut date de la période comprise entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ et provient très probablement du site archéologique de la ville antique de Cyrène,
dans la région de Cyrénaïque, dans l'actuelle Libye. La sculpture avait été découverte en 2013 dans le cadre d'un contrôle dans un entrepôt douanier à Genève. 3 ans après sa découverte, le parquet genevois avait décidé d'engager une procédure estimant que la sculpture pouvait avoir été trouvée lors de fouilles illicites. La procédure pénale n'a toutefois pas permis de déterminer l'endroit précis où la sculpture a été découverte ni de quelle façon elle est arrivée en Suisse. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, les Lions du foot dans la spirale positive du football sénégalais. Les Lions qualifiés à la CAN Maroc 2024, symbole de la progression du football féminin au Sénégal. Quelle est la chance du Sénégal au Maroc? Reportage Cher Sadibou Diarra. Après ses premières participations à la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 et 2012, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal vient d'obtenir 2 qualifications consécutives. Une soudaine régularité qui s'appuie sur 2 piliers. Sur le plan local, on voit que quand même il y a des clubs qui commencent à participer en Coupe d'Afrique, comme par exemple le cas de Dakar Sacré-Cœur. Si tu vois également l'effectif de l'équipe sénégalaise de la sélection, je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent à Dakar Sacré-Cœur qui font que cela prouve également que il y a quand même du travail qui est en train d'être fait sur le plan local. L'autre aspect à relever également, à tenir en compte, c'est le fait qu'il y ait également des équipes, des joueuses qui évoluent à l'étranger, par exemple notamment en France. Ce sont des joueuses qui ont emmagasiné une expérience d'abord en Europe avant également de confirmer cela ici en sélection. Tout ça réuni, moi je pense que le Sénégal ne pouvait pas quand même se qualifier pour cette deuxième CAN de suite. Quart de finaliste lors de la CAN 2022, les Lions sont attendus dans le dernier carré en 2024. Ces filles-là, quand même, elles ont envie quand même de faire mieux que la dernière édition. Maintenant, le talent est là. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, l'expérience qu'elles ont emmagasinée, il y a également l'entraîneur qu'ils ont, qui a quand même une expérience en Afrique. Également, il y a derrière, je vois un certain Bassoara Diadi qui a également dirigé l'équipe féminine. Donc, il y a quand même du potentiel sur le plan technique. Il y a au niveau du stack technique qui va quand même contribuer beaucoup plus à aider l'équipe quand même à franchir le cap des quarts de finale lors de la prochaine édition au Maroc. Ce sera l'objectif pour la prochaine édition. Il ne faut pas se leurrer, il faut quand même passer le cap des quarts de finale. L'équipe a quand même la qualité et puis la capacité quand même. L'espoir est donc grand autour des Lions qui avaient fini à la 5e place du classement des sélections de la CAN 2022. Une première étape d'une progression qui doit être sans limite. Sans limite, cher Sadibou Diarra. Les Lions du hand également sont sans limite, qualifiés au tour principal des éliminatoires de la Coupe du Monde. Faisons connaissance avec l'une des actrices de cette performance historique, Awa Ndiaye, ses doutes, ses blessures, sa motivation, portrait signé cher Tidiane Diawo. Aborder chaque match de la même manière, vraiment être à fond, chaque match pour nous c'est une finale, clairement. Et on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est en 2016 qu'elle a rejoint l'équipe nationale du Sénégal pour en devenir aujourd'hui la capitaine. Un miracle pour cette fille qui était à 2 doigts de rater une carrière sportive. Awa Ndiaye frôle à l'âge de 15 ans l'amputation de la jambe gauche après un accident dans un manège. Elle s'en tire avec une double fracture tibia-péroné alors qu'elle devait rejoindre l'équipe de France des U16. Elle reprendra sa carrière en intégrant le centre de formation du Havre et du FC Metz. Un nouveau coup dur s'abat sur elle à l'âge de 20 ans. Elle se rompt le ligament croisé du genou gauche. Après sa guérison, la franco-malienne accepte l'invitation de Frédéric Boujon pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Sa première compétition avec les Lions est un succès. Avec les championnats d'Afrique des Nations 2016 en Angola, le Sénégal est disqualifié avant de disputer la finale à la suite d'un recours de la Tunisie. En 2018, elle est nommée capitaine de la sélection à la suite du forfait de Dungu Kamara. Elle et ses partenaires perdent en finale face aux Angolaises à Brazzaville. Elle continue d'écrire aujourd'hui avec ses coéquipières les plus belles pages du handball sénégalais avec la qualification au second tour d'une Coupe du Monde de la discipline pour le Sénégal. On espère que ce sera le début d'une très belle aventure. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Papa Blader et son invité. Et puis un peu plus tard, votre émission Faram Fatié, Papa Ndiaye reçoit l'avocat Maître El Ajouf. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.